Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les lépidoptères, comprenez les papillons. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Rosières-aux-Salines, avec l'une des animatrices nature de l'Atelier Vert. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Orlane Cornu, bonjour. Bonjour. Orlane Cornu, pour parler des papillons, aujourd'hui, vous nous avez emmenés un peu à l'extérieur de Rosières-aux-Salines, dans la vallée de la Meurthe. J'aimerais que vous nous décriviez le paysage autour de nous, ici en pleine nature, et puis surtout pourquoi nous avoir emmenés ici. Alors, je vous ai amené ici parce que c'est un endroit ouvert avec pas mal de haies sur les extérieurs, pas mal de petits buissons. Il y a encore des fleurs à cette époque du mois de septembre. C'est ultra ensoleillé et donc du coup c'est favorable aux papillons. Parce que voilà, en plein Rosières, on n'aurait pas une telle diversité. Même si aujourd'hui il y a du vent et qu'on aura un petit peu moins de chance, je pense. Pourquoi ? Parce que les papillons n'aiment pas le vent ou ils s'envolent avec le vent ? Oui, disons que c'est pas des conditions de vol qui leur est agréable. Ça leur demande trop de contraintes, trop d'efforts. Des animaux, des insectes paresseux ? Je pense pas paresseux, mais... Les papillons, je le disais tout à l'heure en introduction, Orlane Cornu, sont des lépidoptères. Pourquoi des lépidoptères ? Alors, ptère, ça veut dire les ailes, de manière générale. Ptère, comme hélicoptère. Un peu comme la libellule qui... Alors, près de nous. Malheureusement, la libellule, c'est le seul insecte qu'on ne définit pas par ses ailes, mais par sa mâchoire. On les appelle des odonates. Et lépidoptère, donc ptère, ça veut dire les ailes, et lépido, les écailles. Parce que les papillons volent avec des ailes en écailles. C'est la petite poudre qu'on a sur les doigts quand on les touche. C'est de la kératine aussi ? Oui. Oui, comme les poils des animaux ou les poils qu'on a nous-mêmes et nos ongles. Comme les insectes, ouais, tous les insectes sont... Donc ils volent avec ces écailles. Voilà. Lépidoptères qu'on verra ici sur ce terrain. Alors vous avez emmené des jumelles avec vous. En principe, les jumelles, c'est plutôt pour voir les oiseaux. Vous, les jumelles, Orlane Cornu, vous servent à repérer les lépidoptères, les papillons. Oui, en fait, les papillons, je préfère les regarder, les observer à la jumelle. Donc j'attends que le papillon soit posé et ensuite c'est un petit jeu de patience parce que souvent ils s'envolent ou au repos, les papillons de jour ont plutôt tendance à replier leurs ailes sur le dos, donc ce qui ne facilite pas avec les jumelles. Mais parfois on a un peu de chance et on peut avoir un peu plus de détails et je préfère la jumelle au filet papillon que j'ai amené quand même. Voilà, également, oui. parce que c'est un peu... choquant pour des papillons, si on se rate et qu'on les tue tout simplement, je suis moins fan du filet papillon que de la paire de jumelles. Ils sont plus libres et moi aussi comme ça. D'ailleurs, c'est souvent un reproche que l'on fait aux entomologues, aux spécialistes des insectes, de devoir tuer ou de tuer des insectes qu'ils observent. C'est toujours la critique qu'on peut avoir face aux études scientifiques sur la faune de manière en général. Il y a la même critique sur les oiseaux qu'on capture au filet, sur les chauves-souris. Et à un moment donné, faut se poser la question, est-ce que ça fait avancer la connaissance et la cause pour les insectes ? Est-ce que c'est à l'inverse détruire des espèces ? C'est toujours le débat qu'il peut y avoir même au sein du monde naturaliste. On n'a pas tous le même point de vue. Et puis au sein du monde écologiste, on va dire, de manière générale. Et donc les entomologistes ont souvent besoin d'aller jusqu'à tuer ou mettre des petits insectes dans du phéromone, déjà pour les capturer. Parce que souvent, on peut différencier différentes espèces selon leurs intestins, ce qu'ils ont à l'intérieur, et du coup, ce qui n'est pas visible ni à l'œil, ni avec quoi que ce soit, juste la dissection. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis alors, on a tous en tête, bien sûr, ces collections d'insectes épinglés dans des grands tableaux. Alors ça, c'est aussi un autre problème, parce que entre un scientifique qui tue pour la cause et pour apprendre des choses, et un collectionneur qui tue juste par plaisir de tuer,
Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'insectes ou même beaucoup d'animaux en général qui sont en extinction à cause des collectionneurs de... Rien qu'à cause de ça. Ouais. Parmi les insectes, Orlane Cornu, dans la faune en général, dans les animaux en général, c'est pas forcément les insectes qui ont qui expriment la plus grande, qui attirent la plus grande sympathie de la part de nos concitoyens, mais au sein des insectes, les papillons ont la cote. Oui, alors pourquoi ils ont la cote? Parce qu'ils ont des jolies couleurs. Ils ont des jolies couleurs et donc du coup ils attirent l'œil, ils volent. Généralement on aime bien tout ce qui vole. Voilà, ils ont un côté bucolique, poétique que n'ont pas les araignées ou les cafards ou les Tout ce qui grouille et qui rampe. voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a la chance de pouvoir voir aujourd'hui, ici, dans cette vallée de la Meurthe, à Rosières-aux-Salines, Orlane Cornu, avec vous? Alors, pour y être venue la semaine dernière, j'ai vu pas mal d'azurés. Donc, c'est des petits papillons bleus qui sont, pour le coup, difficiles à déterminer parce qu'une simple tache change, on change d'espèce. Donc, c'est pas les plus faciles. Et puis, on est au mois de septembre, donc du coup, il y a aussi des papillons qui ont commencé qui sont plus volants. Soit certains sont déjà partis en migration, d'autres commencent à chercher des cachettes pour passer l'hiver. Donc voilà, en fin de saison, c'est pas la meilleure période, mais voilà, il y en a encore qui volent quand même. À quoi ça sert, les papillons, Orlane Cornu? Ah bah ça sert à plein de choses. Les papillons, ils font partie déjà d'une chaîne alimentaire. Donc voilà, ce sont des insectes butineurs aussi. Donc ils participent à la pollinisation. Oui, parce qu'on a souvent tendance à limiter la pollinisation aux seules abeilles mellifères. Or, des centaines d'insectes et même des animaux, comme les chauves-souris, tout à l'heure on les évoquait, participent aussi à la pollinisation. Alors oui, c'est vrai. Après, voilà, je pense que les abeilles sont un petit peu championnes dans le fait que voilà, elles ont sur leurs pattes des crochets pour attraper le pollen. Enfin, ça se fait, c'est pas elles qui l'attrapent, ça se fait automatiquement. Mais où les papillons, oui, participent aussi à la pollinisation et puis voilà, ils font partie d'une chaîne alimentaire. Donc du coup, si on enlève les papillons, et ben, y a tout un tas d'espèces qui n'auront plus de quoi se nourrir en face. Orlane Cornu, combien d'espèces de papillons en France? Et puis j'aimerais que vous nous précisiez ou nous rappeliez rapidement les concepts de famille, genre, espèce. Donc on serait aux alentours de 175 000 espèces. Mais voilà, ça peut varier du tout au tout chez les insectes. On n'est pas vraiment au clair sur le nombre d'espèces qu'il y a encore à trouver. Donc voilà. Et en France, je ne sais pas du tout. Et la différence, espèce, genre, famille, ou plutôt famille, genre, espèce? Donc pour les papillons, on a classe des insectes, c'est-à-dire des animaux qui ont tête, thorax, abdomen et 6 pattes. L'ordre des lépidoptères, donc on l'a dit tout à l'heure avec des ailes en écailles. Et on a des grandes familles, donc on a les papillonidés avec deux grands papillons qui sont le macaron et le flambé, les pierridés, donc c'est les... Voilà, qu'on connaît bien, que ouais, voilà. Les jardiniers connaissent bien parce qu'ils affectionnent en particulier les choux, les carottes. Voilà, c'est ça. Les petits papillons blancs avec des taches noires. Ensuite, les lycénidés, donc là c'est tout ce qui est azuré et cuivré, donc des petits papillons bleus et orange. Les nymphalitées, donc là c'est on va dire ceux les plus communs, ceux qu'on croise le plus souvent. Et puis il y a les nymphalitées satyrinées, mais voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a en gros, ça fait 1, 2, 3, 4 grandes familles de papillons de jour. Alors vous faites bien de le préciser, Orlane Cornu, papillons de jour, parce que sur les 175 000 espèces présentes dans le monde, 90% d'entre eux, en réalité, sont des papillons de nuit. Oui, exactement. Alors on connaît mieux les papillons de jour parce que du fait qu'on est plutôt des diurnes, et on voit forcément les papillons diurnes, les papillons de jour qui sont les rophalocères. Mais sinon, c'est 90% de papillons qui sont des papillons de nuit et qu'on va observer autour des lampadaires. Et qui sont aussi beaucoup moins chatoyants, beaucoup moins spectaculaires. Ils sont beaucoup forcément moins colorés et on les différencie, donc papillons de jour et papillons de nuit, surtout sur la forme des antennes.
On dit que les papillons de jour ont des antennes en forme de massue avec un peu comme un micro, voilà. Et les papillons de nuit, eux, ont des formes filiformes un peu en peigne ou en plumeau. Sans attendre la quille, je sors de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile que nos soldes sont but, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillon chic, les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes ou dans quelques manèges sous les flocons de neige, angélique et mouillant. Papillon blanc, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma, parmi d'autres poussières en habit de lumière. Les papillons, 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 les papillons. Dire que mes 20 ans, je les passe à tuer le temps, sans connaître la gloire d'être un seul soir, un as de la voltige, matador de 20 piges, un coquelicot qui bouge. Papillon rouge, moi c'est grise d'alcool, que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune les libère, et sous les réverbères, ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, 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 les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, mais son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain il reste sur la main l'ombre de son parfum, tout un jardin, elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon, griffonné au crayon, il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, 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 les papillons. Il est question de papillons aujourd'hui avec vous, Orlane Cornu, animatrice nature à l'Atelier Vert. Nous sommes à Rosières-aux-Salines, un peu à l'extérieur, dans un milieu très ouvert, des haies un peu partout. Il fait très beau aujourd'hui pour parler, pour découvrir les lépidoptères, ces insectes qui volent avec des écailles. C'est l'étymologie même du mot lépidoptère. Combien de temps ça vit un papillon, Orlane Cornu? Eh ben, généralement, ça vit pas très longtemps, malheureusement. Un papillon, c'est qu'une fois qu'il a atteint sa forme adulte, qu'on appelle imago,
donc la forme qu'on voit voler, eh bien il va vivre une saison, juste le temps de se reproduire, et puis ensuite il va mourir. Et donc l'œuf pondu à ce moment-là va souvent passer l'hiver sous cette forme, donc il va hiberner sous forme d'œuf. Il va se développer ensuite au printemps suivant en chenille, puis la chenille va faire plusieurs mues, et ensuite elle va créer ce qu'on appelle une chrysalide, un cocon, pour se transformer en papillon. Voilà, on dit qu'ils ont une métamorphose complète, c'est-à-dire que le petit ne ressemble pas du tout à l'adulte, ni physiquement, ni sur la nourriture. Souvent, les chenilles mangent plutôt des feuilles, alors que les papillons sont plutôt nectarifères. Donc voilà. C'est quand même une biologie assez extraordinaire. Est-ce que l'on sait, est-ce que vous savez, Orlane Cornu, pourquoi et comment cette adaptation à, j'imagine, son milieu naturel? Alors du coup, c'est une stratégie qui est mise en place chez les papillons pour l'hiver pallier au manque de nourriture et puis pallier également au froid, parce que ce sont des animaux à sang froid. Et donc du coup, ils ne peuvent pas passer l'hiver sous forme adulte. Alors il y en a certains qui le font, mais du coup, ils vont hiberner dans les caves, ils vont hiberner dans les sous-sols. Il y en a d'autres qui vont migrer. Mais contrairement aux oiseaux, l'individu qui migre, donc souvent en Afrique, donc ils vont quand même traverser toute la Méditerranée avec leurs petites ailes, mais c'est pas le même individu qui va revenir, c'est sa génération, c'est son petit, entre guillemets, son bébé. On peut s'étonner quand même finalement, vous le disiez tout à l'heure, Orlane Cornu, on ne sait encore relativement peu de choses sur les papillons, alors que précisément, on peut les imaginer, ces petites bêtes, comme vous le disiez à l'instant, volant au-dessus de la Méditerranée pour rejoindre l'Afrique. C'est absolument extraordinaire. Et oui, c'est déjà extraordinaire pour des oiseaux, mais en effet, quand on voit l'épaisseur d'un papillon, ses ailes, et comment il peut être emporté par une petite brise légère, oui, les imaginer traverser toute la Méditerranée, c'est assez impressionnant, je suis d'accord avec vous. Et donc du coup, il y a eu des études pour connaître leur ligne migratoire, où on les équipe de toutes petites puces pour les suivre. Enfin voilà, les entomologistes ont pas mal d'idées, d'imagination, voilà. Qu'en est-il des statuts des papillons, Orlane Cornu? Quand on parle des statuts, les naturalistes entendent par là le niveau de protection, de rareté, de fragilité d'une espèce. Et du coup, ça va en effet dépendre de l'espèce. Alors pour faire simple, j'ai donné un exemple. Sur la vallée de la Meurthe, on a un petit papillon qui s'appelle l'azuré des palus, qui est protégé par la loi parce qu'il est inféodé à une espèce de plante sur laquelle il va pondre ses œufs. La chenille va se développer. Quelle plante? C'est la sanguisorbe ou la grande pimprenelle. Et donc, il va pondre, pardonnez-moi, que à cet endroit-là. Il va pondre que sur cette plante, pas sur une autre plante. Donc il pond, l'œuf se transforme en chenille et la chenille va sécréter une odeur pour attirer une espèce de fourmi bien particulière qui va la confondre avec une des leurs. Donc elles vont ramener la chenille jusque dans la fourmilière. La chenille va se développer tranquillement en mangeant les fourmis, en mangeant ce qu'elle ramène. Enfin voilà, elle va se faire coucouner et ensuite elle va se transformer. Donc ça, c'est un papillon très rare, donc l'azuré des palus. Et puis à l'inverse, on a un papillon que tout le monde connaît qui s'appelle le paon du jour, celui avec ses grosses ocelles bleues sur le côté là, qui lui va pondre sur les orties. Et il y a de plus en plus d'orties vu que les sols sont de plus en plus nitratés, on va dire, et que l'ortie se développe plutôt bien. Donc lui, pour le coup, on en voit de plus en plus, complètement à l'inverse. Donc. Quand je vous écoute parler de la biologie de l'azuré, on se dit, mais pourquoi nos enfants passent du temps avec leur console de jeu, alors que la nature offre des aventures quand même éminemment plus palpitantes, non? Ah ça, je suis tout d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, j'aime emmener les enfants en dehors pour leur faire découvrir ce genre d'histoires, de légendes, qui sont même pas des légendes, qui sont là, que c'est concret. Ce sont des histoires naturelles. Ce sont des histoires naturelles. Orlane Cornu, quels sont les prédateurs des papillons? À l'instant, vous évoquiez le paon du jour, celui avec ces grandes taches au milieu des ailes. J'ai entendu dire, vous allez me le confirmer ou pas, ou m'infirmer, que c'est une stratégie de défense, précisément. Oui, exactement. Donc, les plus gros prédateurs, on va dire que ce sont les oiseaux, quand même.
Et donc du coup, le pan du jour utilise une technique de défense. Quand il ouvre ses ailes, les deux ocelles bleues ressemblent à des yeux et donnent l'impression au prédateur qu'il est en face d'un animal très gros. Et donc du coup, ça va le faire partir. L'effrayer. Mais par contre, il y en a aussi qui ne se font pas prendre au J'allais piège. dire depuis le temps que ça dure. Et voilà. Et donc, on voit souvent des pans du jour ou même des papillons qui ont un peu l'aile abîmée à l'extrémité. C'est souvent que l'oiseau s'est pas fait prendre au piège. Et voilà. Donc, mais la technique chez le pan du jour, c'est d'avoir ces ocelles qui sont loin de son thorax, sa tête et son abdomen. Comme ça, s'il se fait prendre par un oiseau, et c'est juste le bout de l'aile qui va prendre et lui ça lui permettra quand même de voler, de se reproduire et voilà, pas d'y rester. Alors vous avez ramené vos jumelles et votre filet à papillons, Orlane Cornu. On va aller avec vous. Je n'aime pas trop le terme de chasse aux papillons, c'est une expression consacrée, mais on a bien compris que ce n'était pas ça du tout l'enjeu. Mais en tout cas, essayer de voir ce que l'on peut découvrir ici dans cette vallée de la Meurthe. On y va ? Oui, on y va. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, Orlane Cornu est passée un peu devant nous. Elle a son filet à papillons qu'elle balaye par-dessus la végétation. On va s'approcher, pas trop de risques, hein, évidemment. Les papillons ne sont pas forcément des animaux très agressifs, voilà, donc aucun souci. Ah, notre animatrice a repéré, mais ça va très vite un papillon, hein, ça vole très très vite. Un peu de vent là aujourd'hui pour cette chasse aux papillons, je disais tout à l'heure, une expression bien mal choisie. En l'occurrence, Orlane Cornu, vous êtes passé devant nous, et puis un coup de filet réussi pour le coup, avec la capture, vous allez nous décrire. Donc là, c'est un azuré. Alors je vais pas aller jusqu'à l'espèce parce que je saurais pas, il faudrait plus longtemps, enfin une plus longue identification. Et là, il est dans le filet à papillons et on va pas le laisser trop longtemps. Mais en tout cas, on reconnaît bien les azurés. Alors, leur petite taille, déjà. Ils ont un vol très... Ça fait quoi ? Ça fait la taille d'une pièce de 2 centimes, 1 centime d'euro ? Ouais, voilà, à peu près. Alors, il y en a des un peu plus gros, mais généralement, oui, c'est des petits papillons. Ils ont bien souvent les ailes bleues. Enfin, le dessus, en tout cas, est bleu. Chez le mâle, chez la femelle, c'est plutôt brun. Et le dessous, c'est souvent brun avec des taches noires. Alors le dessous, c'est ce que l'on voit quand le papillon a les ailes fermées. Voilà, donc ça c'est les papillons de jour qui ferment leurs ailes quand ils sont au repos. Donc là en effet on voit le dessous donc, qui est brun avec des taches noires. Et on peut souvent voir aussi des petites taches oranges qu'on voit pas aujourd'hui. Enfin qu'on voit pas sur cette espèce. Et voilà, on voit bien aussi les teintes très légèrement azurées, très jolies d'ailleurs, très fines vers l'abdomen. Voilà, ça termine un peu. Et on voit bien aussi ces antennes en massue là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très fines avec une masse au-dessus. Voilà, on a terminé cette observation. Un très joli petit papillon, protégé, on le disait tout à l'heure. Vous allez le relâcher, Orlane. Bah oui, je vais pas le laisser dans le filet. Allez, on reprend votre micro. Avec peut-être une manipulation particulière, évidemment excessivement fragile. Voilà. Et le petit azuré est reparti vers la liberté. On trouve ce type de papillon, Orlane Cornu, partout, en Lorraine en particulier, mais partout en France. Dans ce type de milieu, est-ce qu'on peut également les avoir dans son jardin ? Oui, les azurés, on peut tout à fait les avoir dans son jardin. Alors après, les azurés, c'est une grande famille, donc on n'a pas forcément toutes les espèces en Lorraine, on n'a pas les mêmes espèces que dans le sud. Après, voilà, ça dépend aussi de son jardin. Si dans son jardin on a des haies, des fleurs, on aura de la chance de pouvoir en croiser. Si on a plutôt une cour bétonnée, on en aura beaucoup moins. Et évidemment, ça montre bien qu'il faut une nature qui soit accueillante aussi bien pour les papillons, les oiseaux, les mammifères, et que tout ça se tient, Orlane Cornu. Exactement, et c'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de papillons. Moi, je suis pas très vieille, j'ai seulement eu 29 ans, et je sais que quand j'étais plus petite, j'en voyais 2 fois plus. Et ça s'est vérifié dans des études, donc il y a 2 fois pas plus d'espèces, mais d'individus. Voilà. Et puis, comme toute espèce, c'est souvent dû à l'homme, aux insecticides, aux collisions sur l'autoroute, enfin sur les routes, je veux dire, avec les papillons. Il y a
de moins en moins de milieux accueillants, de plus en plus de grandes cultures dans lesquelles ils ne trouvent plus de lieu de vie qui leur est adapté. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons, et bras dessus, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu, qui criait sois sage, il posa sa bouche en guise de bâillon, et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu une mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, il fera bon voler sous les frais bocages, ils feront plus la chasse aux papillons, plus la chasse aux papillons. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Orlane Cornu, vous êtes pourtant animatrice nature et le papillon, le petit azuré là que l'on vient de relâcher, malgré vos connaissances, votre expérience, votre pratique, vous n'êtes pas engagé plus loin à déterminer des espèces précises ici à Rosières-aux-Salines, dans cette vallée de la Meurthe où on découvre avec vous aujourd'hui les lépidoptères, les papillons. Eh ben oui, alors déjà ça demanderait plus de temps que le temps d'une émission de radio pour que je puisse avoir tous les détails, bien regarder dans les bouquins la différence entre différents azurés. Et puis comme vous l'avez dit, je suis animatrice nature. Et en fait, ce qui fait la différence entre, en tout cas moi, comment je me différencie des naturalistes en faisant de l'animation nature, c'est que j'ai des connaissances dans un peu tout, mais pas approfondies. Et donc du coup, voilà, je préfère m'arrêter. Je sais que c'est un azuré, là-dessus j'en suis persuadée, mais je vais pas m'amuser à aller jusqu'à l'espèce et dire n'importe quoi pour essayer de dire quelque chose. En même temps, c'est pas forcément à ce stade très utile. L'essentiel déjà, c'est qu'on sache que c'est un papillon, que c'est un papillon de jour, que c'est un azuré. Pour le commun des mortels qui veut s'intéresser aux papillons, qui veut simplement comprendre un peu grosso modo comment ça vit, les différentes espèces, vous-même, ici sur le terrain, Orlane Cornu, vous avez ramené des livres. Oui, alors ça c'est des guides qui vont aider à la détermination. Donc j'en prends toujours, j'en ai 3 en fait. Il y a un guide, donc les guides de la chaux, c'est les guides du naturaliste par excellence, avec tous les papillons de France. Donc là ça va m'aider à voir un petit peu toutes les espèces. Ensuite, si je pense avoir trouvé le nom de l'espèce, je vais vérifier dans un guide qui est de Stéphane Witzum, un grand naturaliste de Lorraine, pour vérifier que l'espèce est bien en Lorraine. Alors, ce type d'ouvrages régionaux, on va dire, on va les trouver un peu partout en France, bien sûr, pour chacune des régions concernées. Et j'imagine aussi que c'est fonction de la présence, de l'activité de naturalistes plus ou moins actifs dans leur territoire. Ah bah oui, tout à fait. Et puis voilà, donc Stéphane Witzum, c'est aussi un photographe, donc tous ses ouvrages sont commentés par des photos. Et puis il y a toujours des petits textes, des anecdotes. Donc voilà, c'est pas mal pour savoir si l'espèce est présente ou non dans sa région. Et en plus de ça, on a un petit descriptif en plus qu'on n'a pas dans les guides de la chaux, où là ils vont juste décrire le physique, la morphologie de l'animal, de l'espèce ou du papillon. Là, on a une petite histoire en plus, donc c'est
c'est pas mal. Vous en avez un troisième. Et j'en ai un troisième, alors là c'est vraiment quand on est perdu, parce que c'est vraiment pas le genre d'ouvrage que je conseille, mais c'est bien quand on est débutant. En fait, ça va classer là pour le coup les papillons par leur couleur. Alors là, évidemment, les naturalistes hurlent. Exactement. Exact. C'est vraiment pas les ouvrages les plus Scientifique. c'est pas scientifique, l'approche. mais en tout cas, je trouve que c'est un pour commencer les papillons, et ben c'est pas mal. Moi, j'ai commencé par ça et ça donne Ça dégrossit. ça dégrossit On a ça exactement. aussi dans les fleurs, bien sûr, avec Oui. quelle est donc cette plante Ouais. qui permet d'approcher la connaissance et de défricher, là c'est le cas de le dire, Voilà. les plantes. Mais évidemment, les naturalistes n'aiment pas trop parce que ça ne correspond pas tout à fait à une démarche scientifique. Mais vous venez de le dire, Orlane Cornus, c'est une bonne approche pour découvrir les papillons. À propos de papillons, vous avez une anecdote. Oui, sur donc en fait on appelle, enfin les Anglais appellent leur papillon butterfly, donc qui voudrait dire beurre volant. Donc jusque là on comprend pas trop pourquoi. Et en fait ça vient d'un petit papillon qu'on a également chez nous qui s'appelle le citron chez nous. Nous on l'appelle le citron parce qu'il est jaune et c'est le premier qu'on voit au printemps. Et donc du coup les Anglais ont défini tous les papillons avec ce petit citron en les appelant butterfly parce qu'il a la couleur du beurre. On aurait Voilà. pu imaginer un lemonfly. Voilà. On leur fait confiance pour ce genre de démarche. Orlane Cornu, vous qui êtes animatrice nature à l'Atelier Vert, ici à Rosières-aux-Salines, vous organisez souvent des sorties à la découverte des papillons, à l'initiation aux papillons. Alors on n'organise pas souvent des sorties typiquement sur les papillons. On essaye toujours d'ouvrir sur plutôt les milieux ou la biodiversité de manière générale pour essayer d'avoir un maximum de public, on va dire. Mais ça nous arrive, par exemple, avec le département de Meurthe-et-Moselle, d'avoir des animations sur même une seule espèce. Donc il y a quelques temps de ça, j'ai fait une animation sur l'azuré des palus, par exemple. Donc... Maintenant, vous êtes la spécialiste de l'azuré des palus. Non, je peux vraiment pas dire ça parce que si... S'il y a des vrais naturalistes qui écoutent derrière, ils vont me taper Il sur y en les a. doigts. Alors, c'est déjà compliqué d'organiser des sorties, des animations de sensibilisation sur les papillons de jour, j'imagine. Orlane Cornu, Oui. c'est encore plus compliqué pour les papillons de nuit. Alors, déjà, c'est plus compliqué parce que ça demande de sortir la nuit. Il faut mettre en place un dispositif avec une lumière spéciale, avec un drap, avec voilà, tout un contexte, on va dire. Et puis, il faut aussi les connaissances, parce que mine de rien, les papillons de jour sont plus identifiables, on va dire, que les papillons de nuit. Par exemple, sur les papillons de nuit, je n'y connais strictement rien du tout. Voilà. Je saurais juste reconnaître parce qu'il a des antennes plumeuses, mais voilà, sauf sur les grosses espèces, les sphinx, les morosphinx et tout ça. Mais... Pourtant, on est bien souvent concerné par les papillons de nuit, les soirs sur les terrasses. Moi, je suis toujours étonné finalement que on sait si peu de choses. Alors, évidemment, pas les scientifiques qui en savent beaucoup, mais alors, peut-être par défaut de vulgarisation, nos concitoyens, on est souvent quand même assez désemparés. On est entouré d'une nature encore sauvage et on sait finalement très peu de choses. À quoi ça tient, Orlane Cornu, cette difficulté qu'il y a à nous informer, nous sensibiliser à ces merveilles de la nature? Pour moi, en tout cas, je pense que si les gens ne s'y intéressent pas, c'est à cause de la peur de la nature. Ça rappelle le titre d'un ouvrage. Et voilà, c'est exactement. Et je viens de perdre François son Terrasson. nom. De François Terrasson, voilà. Donc la peur de la nature. Et les gens, ils sont confrontés... par exemple, là, on est dans une friche, les gens n'osent pas y aller. Alors, même s'ils voient un joli papillon, ils disent qu'il va y avoir des serpents. Donc, ils ne peuvent pas être intéressés par ce qui les entoure, puisqu'il y a une certaine peur qui s'est installée. Donc, ils vont préférer être dans des parcs ou des milieux un peu inseptisés dans lesquels ils ne pourront pas être emmenés par la poésie d'une libellule qui sort de qui se pose sur nos oreilles comme un voilà. Est-ce que ça veut dire, Orlane Cornu, que vous faites un parallèle entre finalement, ce que disait aussi regretté François Terrasson dans son livre La peur de la nature, aux éditions Le Sang de la Terre, me semble-t-il, en tout cas la première, que les villes,
nos constructions, nos manières de vivre sont une réaction à cette peur de la nature, ce besoin de, vous avez utilisé ce terme fort, d'asepsie, où on se sent protégé, alors qu'au résultat, c'est une manière finalement de fragiliser notre environnement. Je ne sais pas si c'est fait pour répondre à ces peurs, mais en tout cas, on laisse pas de... Si on regarde la nature, tout est... Avec notre point de vue, en tout cas d'humain, on voit que c'est un peu le bazar, le bordel, comme on dit, ça pousse dans tous les sens. Pour nous, c'est quelque chose de très chaotique et l'humain préfère structurer les choses, des rues... Classifier, exactement. Alors qu'en vrai, c'est justement ce chaos qui est à l'équilibre et pas l'inverse. Donc après, je sais pas si c'est une réponse. Voilà, après, ça deviendrait plus philosophique et plus... faudrait faire une émission juste là-dessus. On y reviendra. Pour autant, par exemple, les chauves-souris ont longtemps souffert aussi, et les rapaces nocturnes ont beaucoup souffert aussi de leur image. Ça a beaucoup changé ces dernières années, au point où, par exemple, les chauves-souris sont devenues des véritables stars, notamment chez les jeunes. Oui, alors après, c'est peut-être merci à Batman. Mais je dirais pas que c'est devenu une véritable star, parce que pour faire encore beaucoup d'animations spécialement sur les chauves-souris, beaucoup de gens pensent encore qu'elles s'accrochent dans les cheveux, qu'elles sont porteuses de la rage, les gens en ont peur. Mais par contre, c'est intéressant de voir que même des gens qui ont peur et qui ne sont pas forcément amoureux de ces petites bêtes viennent à nos conférences ou à nos animations, c'est un peu rassurant. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur, tu me dis qu'on oublie le meilleur, malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, près de toi je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit, pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais enlacé. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je resterai. Notre amour si grand que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi je resterai. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois,
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes revenus nous asseoir avec vous, Roland Cornu, ici entre un aulne et un bouleau, un peu à l'ombre de cette friche à côté de Rosières pour parler papillons. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux lépidoptères ? Eh bien, tout simplement, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Je trouvais ça joli, un peu facile, le côté facile à observer pour rentrer en matière. Voilà, on les voit, on les suit. Et donc, du coup, voilà, j'aimais bien leur couleur. J'aime beaucoup aussi tout ce qui vole de manière générale. Donc, voilà, je me suis mise aux papillons à mon petit niveau, mais voilà. Et puis j'imagine que, comme bien souvent, plus on les découvre, plus on les aime et plus on a envie d'en savoir plus. Bah oui, c'est toujours un peu ça. Plus on a toujours envie d'aller plus loin et de comprendre des choses sur ces espèces. Donc c'est le cas des papillons, mais ça pourrait être le cas d'autres bestioles. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé et pourquoi avoir choisi ce métier d'animatrice nature que vous exercez ici à l'Atelier Vert à Rosières-aux-Salines ? Et bah du coup, pour refaire mon parcours, moi avant je voulais pas faire d'animation nature. On m'a souvent dit mais si, ça te correspondrait. Et j'avais pas envie du tout de ça. Et j'ai donc fait un BTS à La Roche-sur-Yon en Vendée qui s'appelle un BTS Gestion et Protection de la Nature, avec option des aménagements du territoire. Donc je me dirigeais plus dans de l'aménagement. Et puis après mes études, j'ai fait quelques semaines de bénévolat à une association à la SPEPESC, une association de protection des chiroptères, des chauves-souris. Je vais vous demander l'acronyme déroulé parce que c'est Non. assez improbable. Je saurais même pas vraiment le dire en plus, donc je préfère pas le dire. Et puis j'ai rencontré Yann, qui est devenu mon collègue, qui était en train de créer avec Yann Chassat, voilà, qui est créé avec Clément Raguet une association, donc l'Atelier Vert. Et puis voilà, j'ai pris connaissance avec eux. Entre-temps, j'ai fait un service civique avec le département de Meurthe-et-Moselle. Donc j'ai jamais trop quitté le milieu. Et puis voilà, quand ils ont eu besoin d'un animateur nature, ils m'ont proposé. J'ai fait quelques saisons et puis ça m'a plu. Et voilà, et j'ai continué. Et cet attrait pour la nature qui vous a incité à faire ce BTS, Roland Cornu, là aussi, vous connaissez l'origine de ce déclic ? Eh bien moi, j'étais enfant, je voulais être dehors tout le temps. Je suis pas naturaliste, je me considère pas comme une naturaliste et j'ai jamais eu cette entrée naturaliste, mais je préfère être dehors plutôt d'être devant la télévision en train de faire de la bouillasse, monter dans des arbres, faire des cabanes, voilà. Et quand le choix de l'orientation est arrivé, donc en seconde, voilà, la seule chose que je répondais, c'était je vais être dehors. Je savais pas quoi faire, donc j'aurais très bien pu être en pépinière ou je sais pas, mais voilà, je suis allée au lycée agricole de Mirecourt et on avait une instite absolument extraordinaire en aménagement qui m'a donné le goût et l'amour du naturalisme. Et donc voilà. Mais sinon, j'aurais très bien pu être pépiniériste. Tant que j'étais dehors, ça m'allait bien. Et vous disiez tout à l'heure, on vous incitait à être animatrice nature parce que, vous disait-on, vous avez le profil, en 2 mots. Quel profil faut-il avoir pour être animatrice nature ? Il faut déjà, je pense, être pas timide et puis avoir envie de partager, de discuter, savoir un peu mettre à l'aise les gens. Je pense que c'est ça. J'ai un peu un côté grande gueule, comme on me disait souvent. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Roland Cornu, quand on est comme vous, animatrice nature, en l'occurrence à l'Atelier Vert, à Rosières-aux-Salines, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Eh ça dépend. Là, Ça dépend de quoi ? Du jour, de du repas l'humeur, de midi. voilà, c'est ça. Non, il y a quand même un grand coup de gueule, en tout cas moi qui me tient à cœur, c'est de voir que on parle tout le temps de développement durable, de protection, mais en fait on nous fait croire, on nous fait miroiter qu'il y a des choses qui avancent et qui changent, alors qu'en vrai c'est faux. Tout le monde s'en fout, à commencer par nos politiciens et voire même les voisins à droite, à gauche, parfois même dans ma famille. Et donc du coup ça me blesse, ça me fait mal parfois de voir à quel point on ferme les yeux sur tout ça. Pourtant les derniers événements
atteste néanmoins que justement les choses bougent, alors pas suffisamment évidemment, mais par la société civile. Je pense par exemple à la récente marche pour le climat. Je pense aussi à la démission de Nicolas Hulot qui est en réaction bien sûr, non pas à la marche, mais à l'inaction des politiques. Vous êtes à ce point pessimiste, Orlane Cornu? Je vois bien que de plus en plus de personnes se posent des questions, s'intéressent, mais dans les faits, il y a rien qui change. Et en tant qu'individu, pour son bien-être, en tout cas, on peut faire des choses évidemment, mais c'est pas ce qui va faire changer Je crois pas forcément à l'histoire du colibri avec sa petite goutte d'eau. Je pense que ça fait du bien à tout le monde d'y mettre son petit grain de sel et moi la première. Mais à un moment donné, si les choses doivent vraiment changer, c'est au-dessus que ça doit se décider et c'est pas du tout le cas. Et je pense que ça ne le sera jamais. Et du coup, ça c'est frustrant et blessant. C'est amusant que vous parlez du coup du grain de sel. Lorsque nous sommes à Rosières, aux Salines, précisément, vous auriez un coup de baguette magique, Orlane Cornu, quand vous dites les choses ne changent pas. Une seule chose que chacun d'entre nous pourrait changer, mais non pas qui se limiterait à je coupe l'eau quand je me brosse les dents, ou j'éteins la lumière en sortant de la pièce, un vrai phénomène qui ne nécessiterait pas un changement de comportement radical, mais qui néanmoins aurait une véritable incidence. Je vous prends un peu au dépourvu peut-être. Éteindre son portable et la télévision et se connecter aux autres et à la nature. Je ne m'attendais pas à une telle recommandation, mais j'en comprends bien le sens. C'était votre coup de gueule, Orlane Cornu. Coup de cœur? Par contre, le coup de cœur, là, je l'offre à la nature à chaque fois que je vois. En ce moment, on entend les étourneaux dans nos bureaux là, qui vont bientôt repartir. J'attends de voir à quel moment vont partir les hirondelles. Le coup de cœur sera toujours pour la nature qui nous offre tous les jours, où qu'on soit, parce que même de son appartement, on peut l'observer quand même, et ça c'est toujours un plaisir fou. Et quand j'observe des papillons ou des libellules ou les paysages de manière générale, c'est toujours un grand plaisir. Et heureusement qu'elle est encore là et qu'elle nous en veut pas trop finalement. Est-ce que c'est pas un peu le travers, je vais être un peu brutal, Orlane Cornu, est-ce que c'est pas un peu le travers des écologistes au sens absolument large que finalement de porter leur intérêt sur la nature, et on les comprend bien évidemment, mais peut-être pas assez sur les humains qui détruisent cette nature? Est-ce qu'il ne faut pas aussi aimer les femmes et les hommes autant qu'on peut aimer la nature si on veut protéger la deuxième? Ah, mais je pense que quand on passe du temps en nature, qu'on se retrouve seul avec soi-même et qu'on apprend à s'aimer, c'est ce qui va nous permettre justement de faire du lien social derrière et de se connecter avec les autres. Être seul, en tout cas à un moment donné, ça va pas forcément nous éloigner des autres, mais au contraire, je pense que ça va nous rapprocher de gens. On aura des choses à dire et des choses à faire partager et non, je pense que les deux se complètent justement. Et vous parliez tout à l'heure de la peur de la nature. Et en vous écoutant, je me dis que est-ce qu'aujourd'hui, on n'en est pas aussi arrivé à une peur finalement de soi? Vous parlez d'être seul dans la nature. Être seul dans la nature, c'est souvent être seul avec soi-même. Or, les gens aujourd'hui, à 80%, préfèrent le bruit de la ville qui, peut-être leur évite de s'écouter, de s'entendre. Et aussi une raison pour laquelle ils sont en ville, c'est aussi parce qu'on ne voit pas les étoiles. Vous qui aimez être dehors, vous savez bien que la nuit, on voit l'immensité du ciel et ça peut faire peur aussi, non? Oui, je pense que la plupart des gens, mais je peux en faire partie aussi, se retrouver seul avec soi-même, ça veut dire être confronté à ses propres pensées, à ses propres questions. Et je pense bien souvent, on va préférer avoir du bruit. La première chose que les gens font en arrivant chez eux, c'est même allumer la télé, même s'ils ne vont pas forcément la regarder, mais pour avoir un fond sonore, pour avoir l'impression de ne pas être seul justement et de ne pas se confronter à des questions plus spirituelles ou une ouverture d'esprit sur l'espace, sur l'éternité, sur qui on est, sur pourquoi on est là, voilà. Donc on a tendance à se renfermer dans du bruit, à se mettre sur des réseaux sociaux pour avoir l'impression de ne pas être seul, alors qu'en fait on est seul. Ça, je vous laisse le soin d'assumer la maternité de ce propos. Chacun pense évidemment ce qu'il veut. Est-ce que les papillons vous ont appris quelque chose, Orlane Cornu? Par rapport à la solitude? Par rapport à la vie?
par rapport à la vie, les papillons ou même la nature de manière générale, rien que leur manière de vivre et d'avancer, j'ai presque envie de dire, ils savent, ils ont qu'une saison à vivre et ils la font proprement. Mais la saison que vivent les papillons, elle leur semble peut-être immensément plus longue que notre vie humaine. Hein. Ah bah ça, c'est toujours la question, est-ce qu'ils en ont conscience, est-ce qu'ils en ont pas conscience Je pense qu'ils en ont pas conscience et du coup ça les permet de pas se poser de questions aussi. Vous pensez que nous vivrions mieux sans conscience ? Non, je pense pas. Même si ça pose parfois des problèmes quand on est un être humain, c'est quand même agréable de pouvoir penser et se poser des questions. Qu'est-ce que ça apporte de nommer les plantes et les animaux de la nature ? Eh bien, c'est un peu là où j'en reviens aussi, c'est que quand j'ai commencé mes études où fallait connaître les choses et apprendre des choses, savoir les nommer, je l'ai fait et maintenant j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie juste d'être dans l'observation et regarder sans mettre de nom, ça m'intéresse plus. Merci Orlane Cornu. Merci Eric. Voilà pour ce reportage sur les papillons avec Orlane Cornu, animatrice nature à l'Atelier Vert. Pour en savoir plus et pourquoi pas participer aux nombreuses sorties nature organisées par cette association d'éducation à l'environnement, rendez-vous sur l'ateliervert.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Papillons par Thomas Fersen, paru sur l'album Le Jour du Poisson, sorti en 1997. La chasse aux papillons de Georges Brassens, ici dans la version d'Henriette Ragon, paru sur le 33 tours Patachou chante Brassens, sorti en 1953, et Butterfly par le corso arménien Daniel Gérard, paru sur la face A du 45 tours, sorti en 1970. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.